Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Un territoire de rock. L'Es Publiques des Eurockéennes de Belfort. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Péquignot. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Jean Ferrette, La Société métallurgique de Normandie, grandeur et déclin d'une communauté ouvrière, 2012. Aline Chamahian, Claire Lefrançois, Vivre les âges de la vie, de l'adolescence au grand âge, 2012. Sacha Leduc, Les ressentiments de la société du travail. La couverture maladie universelle, CMU, enquête de légitimité, 2012. Charlotte Boiteau, Violence, sécurité et territoire, 2012. Emmanuel Kenson, Une socio-histoire des relations formation-emploi, 2012. Hugues Jacquet, L'intelligence de la main, 2012. Arnaud Alessandrin, Dire, la transidentité. Des changements individuels au débat de société, 2012. Andrea Tribess, Un village sarde contemporain, Pouvoir et contre-pouvoir, 2012. Alassane Chérif, Le sens de la maladie en Afrique et dans la migration. Diagnostic, pronostic, prise en charge, 2012. Philippe Zarifian, Sociologie du devenir. Éléments d'une sociologie générale, 2012. Birgitta Orfali, L'adhésion à l'extrême droite. Études comparatives en France, Hongrie, Italie et Roumanie, 2012. Arnaud Alessandrin, Aux frontières du genre, 2012. Colette Méchin, La fabrique des prénoms, 2012. Iris Ertugral, Le désir de maternité et la mort, depuis la légalisation de la contraception et de l'avortement, 2012. Ulrich Brandt, Michael Lovy, Globalisation et crise écologique. Une critique de l'économie politique par des écologistes allemands, 2011. Emmanuel Négrier, Aurélien Jacquan. Et Jean-Damien Collin. Un territoire de rock. L'Es Publiques des Eurockéennes de Belfort. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 56 971 3. EAN 9 782 296 569 713. Préface. En créant le Festival des Eurockéennes de Belfort, le Conseil général a fait le choix d'un engagement culturel en direction de l'U-jeunesse, privilégiant les rapports humains portés par la passion de la musique. Ce choix de politique culturelle, nous le mettons en œuvre depuis plus de 20 ans. Or, il s'avère aujourd'hui nécessaire d'étudier régulièrement les contextes économiques, esthétiques, territoriaux et sociaux d'un événement culturel d'une telle ampleur. Le Festival des Eurockéennes n'est pas un simple festival, il représente un point de croisement entre un territoire et une population, entre une jeunesse et son rapport à la création contemporaine. Il est important de bien saisir, au-delà de la présence de jeunes talents ou de stars, les liens qui s'opèrent entre les enjeux culturels et humains d'un tel rassemblement. Une étude, aujourd'hui publiée dans cet ouvrage, a été menée en 2010 sous la direction d'Emmanuel Négrier, en concertation avec l'équipe du Festival des Eurockéennes et la direction de la culture du Conseil général. Cette commande avait précisément pour objectif d'apporter des éléments de compréhension sur les pratiques des festivaliers des Eurockéennes. 2 focus sur des thèmes peu étudiés mais importants dans le domaine de l'action culturelle ont été réalisés. La question des pratiques sociales numériques du festival et les retombées économiques. Cet ouvrage recense ainsi l'ensemble du travail de recherche mené,
auxquels s'ajoutent les échanges et débats fructueux qui s'en sont suivis. Les conclusions de l'étude sociologique ont en effet été enrichies par des entretiens avec un panel d'artistes très différents. Arnaud Bertina, écrivain, a été invité à apporter son regard d'artiste sur le vécu des Eurockéennes. J'aime à penser que c'est cette pluralité des regards, des approches scientifiques et artistiques, qui peut nous permettre de décrire et comprendre ce que représente ce festival, fierté du territoire de Belfort, et qui ne serait rien sans son public. Yva Kerman, président du Conseil général du territoire de Belfort. Avant-propos. Le Festival des Eurockéennes constitue une expérience rare dans une vie, mais éphémère. 360 jours de préparation pour 3 jours de musique et d'échange. Une fois la fête passée, le site magnifique du Malsaucy retrouve son calme. Mais que se passe-t-il de si exceptionnel durant ces 3 jours, pour que, année après année, 100 000 festivaliers décident de migrer vers cette belle contrée franc-comtoise ? L'association Territoire de musique a été fondée par le Conseil général du territoire de Belfort, pour offrir au département un événement exceptionnel, qui le fasse rayonner au-delà de ses frontières. Le public, ses attentes, ses impressions et ses goûts sont au cœur de nos préoccupations. Emmanuel Négrier, directeur de recherche au CNRS et spécialiste reconnu, a conduit avec son équipe une étude passionnante. Nous partageons cet intérêt avec notre principal partenaire, le Conseil général, grâce à qui nous pouvons bénéficier de cet outil indispensable pour continuer à imaginer le festival de demain. Comme pour l'ensemble des festivals de musique actuels, les questions économiques ne peuvent pas être ignorées. Cette étude met en lumière l'impact des Eurockéennes et sa contribution économique non négligeable au territoire local. Pour autant, ce n'est qu'un aspect de ces questions économiques à étudier. Ce travail complet fait donc ressortir les qualités de ce qui se vit durant ces 3 jours. Il n'existe pas un visage type du festivalier, mais une infinité d'individus, c'est ce qui fait toute la richesse de ce rassemblement. Un rite de passage, une expérience de vie, de fête, de fraternité, et bien sûr de bonheur musical qui marque pour longtemps les festivaliers, le tout dans un espace de liberté et de foisonnement créatif, accessible au plus grand nombre, ce qui est rare dans notre société. Cet ouvrage témoigne de l'attention portée par l'équipe des Eurockéennes à son public. C'est lui qui fait toute la richesse de ce festival, qu'il en soit ici remercié. Jean-Marc Potra, président de Territoire de musique. Remerciements. Les auteurs tiennent à remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé au recueil et au traitement des données: Mathieu Jonard, Marie-Thérèse Jourda, Pauline Négrier, Damien Potier et Marion Vidal. L'équipe de recherche remercie l'association Territoire de musique, organisatrice des Eurockéennes, son président Jean-Marc Potra et le directeur des Eurockéennes de Belfort, Jean-Paul Roland, pour l'attention qu'ils ont accordée et l'accueil qu'ils ont réservé à cette enquête scientifique. Ces remerciements vont aussi à Laurent Doucelance, qui occupait au moment de l'enquête les fonctions de directeur de la communication, ainsi qu'à Stéphanie Gay, Agière. Merci également à Roxane Cauchois pour son accompagnement de l'enquête, à Jean-François Lamy pour ses photographies, à Delphine Boisson, Marc Bernard et Alain Poncet, tous du Conseil général du territoire de Belfort. Enfin, la gratitude de l'équipe s'exprime envers Hubert Herminger et son équipe d'étudiantes et étudiants de l'U de Metz pour leur participation dynamique et enthousiaste à la distribution et au recueil des questionnaires. Introduction. Par Jean-Damien Collin, Aurélien Jacquan, Emmanuel Négrier. Cet ouvrage s'inscrit dans la lignée des travaux que nous menons depuis 2006 à propos du fonctionnement, Négrier et Jourda 2007, et des publics, Négrier, Jacquan et Jourda 2010, des festivals. Jusqu'à présent, les dispositifs que nous avons étudiés concernaient des festivals de taille et d'envergure variables, sans toutefois revêtir la dimension d'un événement culturel de masse tel qu'on peut le rencontrer aux Eurockéennes de Belfort. Ce festival propose en effet une offre, 70 concerts, un dispositif, 5 scènes et une capacité d'accueil, 80 000 spectateurs, bien différent des festivals régionaux qui représentent l'offre événementielle la plus courante. Ce format de festival n'est pourtant pas unique en France. Rock en Seine en Île-de-France, les Vieilles Charrues en Bretagne ou encore les Francopholies à La Rochelle s'appuient sur un dispositif équivalent.
Plus largement, ce type de festival, qui fonctionne sur le modèle des grands rassemblements populaires anglo-saxons inaugurés dans les années 1960 à 1970, est partout présent en Europe. Tableau 1. Par ailleurs, ce dispositif estivalier, scènes multiples, offre abondante et public de masse, est représentatif d'une offre dédiée aux musiques actuelles pris dans leur acception la plus large, rock, chansons, musiques électroniques, rap, hip-hop, musique du monde, etc., qui s'exportent difficilement vers d'autres genres musicaux. Ce festival grand format a donc attiré notre attention. Effectivement, face à un événement d'une telle envergure, la question des publics trouve ici un écho particulier. Elle interpelle aussi bien les chercheurs que les acteurs culturels. Nos précédents travaux ont montré que le caractère exceptionnel des festivals, tout en étant un facteur important de renouvellement des publics, ne parvenait pas à effacer les clivages sociologiques et générationnels qui caractérisent les pratiques culturelles. Jacquan, Jourda, Vidal, Esperluette-Négrier 2011. En dépit des diverses stratégies de conquête, de fidélisation ou de renouvellement des publics, la dimension événementielle ne parvient que trop faiblement à contrecarrer les tendances inégalitaires d'accès à la culture, même si, d'un festival à l'autre, de nombreuses variations existent quant à la sociologie des publics accueillis. Nos travaux montrent ainsi clairement que parmi les festivals, ceux dont la programmation est la plus proche de celle des Euro-CKN, attirent un public plus jeune, plus masculin et davantage issu des classes moyennes et populaires. En outre, si l'offre festivalière a souvent comme principe de sortir les publics des sentiers battus, de laisser la place aux découvertes, c'est la programmation qui demeure la principale motivation des festivaliers. Tout festival se trouve ainsi au cœur d'une tension entre permanence et changement, entre la nécessité de confirmer une identité esthétique et le besoin de s'en affranchir pour défricher de nouveaux horizons créatifs, entre la volonté de fidéliser un public et l'impératif de son renouvellement. Mais ce double paradoxe est très diversement apprécié dans l'offre festivalière contemporaine. À certains événements, en musique classique comme en musique actuelle, qui s'appuient essentiellement sur la confirmation ou la conservation d'un style, s'opposent ceux qui au contraire parient davantage sur la mise en question des codes, des goûts, des registres. Avec les Eurockéennes, nous sommes en présence d'un événement singulier. La question est d'abord de savoir si, en décuplant l'offre et la capacité d'accueil des publics, les festivals grand format favorisent la venue d'un public à la sociologie et aux pratiques différentes. Mais il s'agit aussi d'explorer plus en avant le rapport que les spectateurs entretiennent avec un festival de ce type, et la nature de l'expérience vécue. Pour le dire autrement, qu'est-ce que faire les Eurockéennes ? Par leur taille et par la génération de festivaliers qu'elles touchent, elles interrogent à nouveau la dimension festive et communautaire de l'expérience festivalière à l'heure d'Internet. À titre d'illustration, nous verrons que le camping et les réseaux sociaux numériques jouent un rôle central dans la manière de faire et de vivre les Eurockéennes. Si le festival propose une expérience musicale et sociale singulière, c'est peut-être aussi qu'il procède d'une histoire propre, qui s'inscrit dans un territoire tout autant que dans un ensemble de courants musicaux. Du projet politique à la machine artistique, une trajectoire de festival. Le contexte qui entoure la création des Eurockéennes permet de comprendre une grande partie de la relation de ce festival à son public. En effet, deux enjeux qui n'ont pas de rapport direct avec les concerts ou la musique, président à sa création. Il s'agit, d'une part, du rapport de la société à la jeunesse et d'autre part, d'un enjeu de positionnement territorial. Disons que cette histoire pose un contexte propre au festival et à ses enjeux, nous y reviendrons, mais les principes de sa création diffèrent fortement de la plupart de ses aventures. Car il serait facile d'inscrire ce festival dans une simple histoire festivalière rock, qui partirait des mouvements pop de la fin des 60s pour aller jusqu'à ceux de l'après-chute du mur de Berlin. Depuis le milieu des années 1980 et jusqu'en 2004, le Conseil général du territoire de Belfort a pour président Christian Proust qui, à 33 ans, est l'un des plus jeunes de l'histoire des départements français. Au cœur de la première décentralisation, la transformation de l'image essentiellement militaire et industrielle du territoire passe par une politique en faveur de la jeunesse. Diverses réflexions se font jour, dont une porte sur le ballon d'Alsace et ses pendants suisses et allemands. En effet, contrairement à ce qu'indique son nom, le ballon d'Alsace se trouve en Franche-Comté et plus particulièrement dans le territoire de Belfort,
du fait de l'histoire, sa séparation d'avec l'Alsace par le traité de paix de 1871. Et il est lié à deux ballons qui se trouvent l'un dans le Jura suisse, et l'autre en Forêt-Noire allemande. Les trois ballons relient parfaitement ces territoires, et sont en relation avec l'histoire de la ville de Bâle. Le ballon d'Alsace, le ballon badois et le ballon suisse portent le même nom, car ils sont reliés par un lien astronomique. Le premier permet d'observer le soleil se lever au-dessus de l'un des deux autres à chaque saison, à des dates importantes du calendrier. Ajouté au grand ballon et au petit ballon en Alsace, cela constitue un ensemble géométrique qui servait de repère à un système topographique. Ce triangle de ballons, système de lumière et d'espace, relie trois pays qui appartenaient à l'époque celte à un même espace culturel. Mais l'idée de s'appuyer sur ce symbole d'identité régionale pour créer un événement dépassant les frontières est tout sauf simple. Le concept de festival se resserre sur le ballon d'Alsace en mettant de côté l'idée, initialement formulée, d'une manifestation nomade jouant à la frontière. Le projet d'une manifestation ouverte à la jeunesse et propre au territoire de Belfort résulte de ce resserrement. Il va profiter d'une fenêtre d'opportunité, la célébration du bicentenaire de la Révolution française de 1789. Le festival va rapidement se monter, utiliser l'effet bicentenaire pour se justifier et lier la création du festival à divers financements. Cet aspect de célébration révolutionnaire par l'affichage d'un cadeau à la jeunesse peut paraître anecdotique, comme une pirouette pour présider à la création du festival. Mais il est intéressant et même amusant, de rappeler que l'une des caractéristiques de la Révolution pour créer et construire les notions de citoyenneté, en dehors du droit de vote, avait été d'expérimenter la fête et la célébration de masse, aux ouf 1976. On pourrait rapprocher le sens de l'expérience des Eurockéennes de ce que Pierre Rosanvallon écrit dans La Société des égaux. Les fêtes révolutionnaires ont d'abord voulu faire vivre à leurs participants une expérience forte de constitution d'un espace véritablement public. Elles ont été organisées sous la forme de rassemblements ouverts, contractant avec un ancien monde défini par ses cloisonnements et ses dénivelés. De façon exemplaire, l'UFET de la Fédération avait symbolisé dans sa géométrie unitaire l'avènement d'un monde horizontal, arrachant ses participants à l'étroitesse de leurs univers habituels. Rosanvallon 2011 sur 65-66. Ne pourrait-on rapprocher ce tableau d'une certaine analyse des publics des Eurockéennes ? Ce qui ne laisserait pas d'étonner ceux qui ne s'attacheraient qu'au ressort de l'histoire de la musique rock et des grands événements. Mais si l'on opérait un tel rapprochement, il conviendrait alors de mentionner le fait que la France, contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni, aura longtemps échoué dans l'organisation de tels rassemblements, avant d'opérer un spectaculaire développement. Les causes des échecs d'un événementiel rock dans les années 1970 sont de plusieurs natures, parmi lesquelles la capacité de résistance, plus ou moins directe, opposée par l'appareil d'État d'alors et ses autorités préfectorales. Elle n'est pas sans lien avec ce que l'on peut voir se produire dans les années 2000 autour des rave parties et fêtes technos. Mais sans doute, en parcourant l'histoire des tentatives plus ou moins abouties et des catastrophes, à Aix-en-Provence, Biot, Auvers-sur-Oise, Arles ou Orange, doit-on aussi mesurer l'impact des acteurs eux-mêmes depuis les organisateurs jusqu'aux agents et artistes, Chirac, Delbrück, Jolivet et Ruffa 2011. La naissance des Eurockéennes est une parfaite illustration de l'importance, sans doute spécifique à la France, des acteurs publics dans cette histoire. Facteurs d'empêchement dans la centralisation pompidolo-giscardienne, ils deviennent d'importants promoteurs de la festivalisation à la française dans le contexte décentralisé. Jusqu'en janvier 1989, la manifestation se prépare pour le ballon d'Alsace, mais pour des raisons écologiques, la période de reproduction du grand tétras, oiseau nichant sur les versants vosgiens, le festival est rapatrié sur le site départemental du Malsaucy. Philippe Sauté, journaliste de l'Est républicain, écrira dans l'édition du 5 janvier 1989 : il semblerait néanmoins que cet argument du grand oiseau timide soit plus un prétexte qu'une véritable cause de départ. Fin juin 1989, lorsque la première édition ouvre ses portes sous le nom de Festival du Ballon, et pas encore sous celui des Eurockéennes qui s'affichera la deuxième année, le contexte est posé. Un événement tourné vers la jeunesse d'Europe,
fédéré par la musique et un site naturel en plein air encerclé d'étangs, au pied du Ballon d'Alsace. L'éditorial du journal Programme de cette édition dit clairement : nous avons voulu un festival ouvert sur l'Europe et sur le monde. Qu'il soit d'abord une rencontre de jeunes Allemands, Suisses et Français. Nous l'avons voulu symbolique de cette Europe des cultures que nous souhaitons, où le langage soit commun et l'identité de chacun respectée. Enfin, nous avons voulu surtout que cela soit une fête, où l'on chante et l'on danse, où prime le plaisir, où la musique, langage universel, soit synonyme de dialogue, de tolérance et d'ouverture sur les autres. Cette première édition est difficile. Le festival est monté très rapidement et pour le raconter, on rapporte souvent l'anecdote des affiches arrivées, après l'événement. À cette époque, les modèles pérennes de festivals de ce type ne sont pas nombreux. On est très loin de la situation actuelle en Europe. Pour autant, de nombreux festivals se cherchent. Les territoires expérimentent. Ainsi, à l'occasion des débats politiques sur leur événement, les équipes du Conseil général et de l'association entendront souvent parler des exemples des Francopholies, du Printemps de Bourges ou du Festival d'Avignon du côté français, tandis qu'un accord de partenariat avec les uns, un événement suisse, sera signé en 1991. Ils forment une matrice qui marie l'identité d'un territoire avec un événement que le Festival des Eurockéennes utilisera pour poser ses bases techniques et territoriales. Les 4 premières années sont donc celles d'un festival et d'une association qui se structure et se développe, mais l'expérience est souvent critiquée voire dénigrée localement. Les 2 premières éditions sont déficitaires, la 3e atteint l'équilibre. Dans sa recherche d'identité, l'équipe tente en 1992 une formule sur 4 jours. Elle entraîne un déficit spectaculaire. Ces 4 premières années peuvent être perçues comme un investissement public afin de construire un événement autonome dans le paysage français, propre à son territoire. Le festival devient un événement phare de l'Est de la France pour un public jeune. Sa ligne artistique se cherche entre une forte présence française et une ouverture internationale plus significative. Elle est assurée les premières années par Albert Ross, un ancien instituteur employé au ministère de la Culture, au service du rock et de la variété. Lors de la préparation de la première édition, on entend que les artistes seraient dans un premier temps français, suisses et allemands, avec par la suite une ouverture vers les autres pays et une intégration d'artistes anglais à l'horizon 1992. Pourtant, dès la première édition, l'ouverture est plus rapide et l'Angleterre n'attendra pas si longtemps pour intégrer le festival. L'association se construit avec une équipe permanente et stabilise sa présidence avec l'arrivée, fin 1992, de David Angel. Élu Belfortin, il est chef d'entreprise et sera aussi président de l'Office du tourisme et de la SEMPAT1. C'est lui qui opère la délégation de la programmation à des intervenants artistiques extérieurs. Ce changement permet de structurer administrativement l'association, d'organiser une équipe qui s'appuie beaucoup sur le Conseil général pour ce qui concerne la communication. Après ce changement de direction, la 5e édition du festival voit arriver la productrice France Leduc comme sous-traitante de la programmation. Fille de producteur de spectacles, elle crée une entreprise connue sous le nom de FLP, France Leduc Productions, qui installera, en 2004, le Main Square, un festival de rock qui se déroule à Arras au cours du même week-end que les Eurockéennes et qui s'associera à la société multinationale Live Nation en 2008. France Leduc contribuera, sur cette période, à orienter davantage la ligne artistique vers l'international et à jouer le jeu des exclusivités artistiques. Après 1997, un nouveau virage se négocie sur la partie programmation, avec le remplacement de France Leduc par Jules Frutos. Producteur de gros événements internationaux depuis les années 1970, ce dernier fonde en 1992 le Tourneur Alias Productions, un an après avoir fait signer son premier groupe français, Noir Désir. Cette nouvelle phase artistique durera jusqu'en 2000, année de l'achèvement d'une période qui aura été marquée par un enracinement définitif du festival sur son territoire, mais aussi par une programmation tendue par l'affiche. Poussée à son paroxysme en 1999 et 2000, cette orientation préfère à un certain esprit festivalier de fête de la jeunesse une stratégie spectaculaire et concurrentielle de course à la tête d'affiche. Paradoxalement,
Ce seront 2 années consécutives de baisse de fréquentation et de déficit financier important qui n'avaient plus eu lieu depuis 1992. Elles conduiront à un changement d'équipe associative et de direction. Au cours de cette nouvelle phase, le fait majeur est lié à l'intégration d'une équipe artistique pilotée par un nouveau directeur, Jean-Paul Roland. Il est issu du service communication du Conseil général du territoire de Belfort, où il était directeur artistique. Il connaît donc bien le festival dans sa dimension artistique, mais aussi en tant qu'événement territorial et populaire. Une rupture stratégique s'opère alors. Les sous-traitants artistiques extérieurs, relevant du monde de la production, sont remplacés par 2 programmateurs issus des mouvements culturels de la fin des années 1980 et 1990. Leur profil s'inscrit moins dans un secteur d'activité que dans des lieux, des villes ou des salles de musique actuelles. Kem Lalo est le premier programmateur du Noumatrouf, une salle de concert de Mulhouse, et Christian Alex était celui du club L'Enfer à Dijon, de la soirée électronique de clôture du Nancy Jazz Pulsation, ou de Global Techno à la Villette avec Manu Baron. Cette équipe, avec son nouveau président Stéphane Wanisch, entrepreneur spécialisé dans la communication publique, va retravailler le festival. Elle le fait par rapport à son site, son ancrage local, et cherche à l'identifier à une atmosphère. Elle le fait aussi en s'appuyant sur des aventures artistiques qui, si elle n'oublie pas l'enjeu constitué par le fait d'attirer des têtes d'affiche, redonnent du sens à la notion d'expérience et d'unicité que semblent rechercher de nombreux festivaliers. Les années 2000 verront apparaître des créations spécifiques aux Eurockéennes, ou des productions avec des jeunes musiciens. Cela a été le cas en 2010, avec des jeunes issus des conservatoires de Belfort et de Delémont, Suisse. Ces mêmes années sont celles d'un défrichage artistique, d'un espace partagé où des trajectoires d'artistes émergent, dont certains deviennent ensuite des têtes d'affiche comme Gossip ou Birdie Nam Nam. Comme beaucoup d'aventures culturelles ou artistiques, cette évolution se traduit bien sûr en termes économiques. L'événement et ses objectifs territoriaux et sociaux, mais aussi sa forme associative, ont un impact sur un large rayon d'action du Nord-Franche-Comté, aussi appelé l'aire urbaine Belfort-Montbéliard et Ricourdel. Le chiffre d'affaires du festival se situait aux alentours de 4,7 millions d'euros entre les années 1990 et 2000. Il compte aujourd'hui 1 million de plus. Le festival est globalement équilibré sur le moyen terme, même si cela n'empêche pas, on l'a vu, des éditions parfois déficitaires. Cependant, les retombées, même économiques, sont à comprendre autrement que comme d'éventuels bénéfices financiers et expliquent l'importance de l'engagement public. On verra dans cette étude que le festival participe à la vie économique locale, notamment dans certains secteurs. Mais il a aussi une dimension symbolique qui va des retombées médiatiques, au niveau international, à un rayonnement plus local où il est question d'identification et d'appartenance territoriale par la participation à l'événement. Celui-ci permet des liens entre individus, entre compétences que peu d'actions économiques peuvent déclencher. Dans la perspective économique, le mécénat joue un rôle dans la dynamique économique locale qui mériterait une étude particulière. Lors de l'édition 2011, il a atteint un montant total de 1,3 million d'euros si l'on additionne mécénat de compétences et mécénat financier. Depuis leur création, les Eurockéennes de Belfort proposent une offre de concerts autour des musiques actuelles et du rock qui allie découverte et tête d'affiche. À son démarrage en 1989, la formule, un grand nombre de concerts sur une période très courte grâce à un dispositif multiscène, n'existait pas en France. Du coup, en quelques années, les Eurockéennes sont devenues un événement national de référence que ne démentent pas les quelques 85 000 entrées par édition en moyenne entre 2007 et 2011. Mais le festival est aussi un lieu de rencontres professionnelles et de partenariats. 650 journalistes couvrent l'événement, et 151 entreprises le soutiennent. Il constitue donc un double rendez-vous pour les mélomanes et les professionnels, dans un triple contexte financier, artistique et culturel. Sur le plan financier, les Eurockéennes opèrent dans une économie du spectacle sous pression. L'inflation des cachets des artistes, têtes d'affiche, scènes émergentes ou groupes locaux, renchérit objectivement le coût d'un festival. En outre, et à l'échelle européenne, cette évolution s'inscrit dans une compétition de plus en plus ouverte entre un nombre croissant d'événements.
L'essor de Main Square à Arras en témoigne, avec l'entreprise locale créatrice du festival, France Le Duc Productions, écartée au profit d'une société de production américaine, Live Nation Entertainment, avec laquelle elle s'était associée d'eux. On peut encore citer les changements intervenus dans la direction d'un festival comme celui de Benicassim en Espagne, confié clés en main à un homme d'affaires anglais, et géré par une multinationale de la brasserie. Ils traduisent, parmi d'autres, le poids croissant des impératifs de rentabilité. Sur le plan artistique, l'identité du festival se pose aujourd'hui de façon radicalement différente. La période où se déroulent habituellement les Eurockéennes, début juillet, correspond également aux dates de plus de 50 autres festivals de musique en Europe. Initialement garantie par la tenue d'un festival en plein air unique en France, la distinction musicale des Eurockéennes doit aujourd'hui se situer dans le cadre d'une offre pléthorique sous contrainte partielle de marché, Guibert 2006. Certes, ces festivals ont toujours été plus sensibles que d'autres aux stratégies commerciales. Mais ils pouvaient sans doute plus facilement les tenir à distance par la présence d'autres finalités, création, démocratisation, et par le fait d'être dans leur espace-temps relativement exceptionnel. L'alchimie de la programmation consiste donc à jongler avec des agendas chargés, des agents soucieux de placer les Eurockéennes comme simple date dans une tournée, des artistes aux tarifs de plus en plus élevés, et un public à la diversité gustative certaine, dont les exigences se sont progressivement dotées d'un nouvel outil d'expression, Internet. Le choix d'une programmation assez éclectique, sortant le plus possible de la logique extraterritoriale des tournées, est une réponse à cet enjeu d'identité. L'identité des Eurockéennes, au plan artistique, interroge ainsi plus généralement ce qu'est le rock et ce que recouvre sa pratique. Le festival a entrepris de sortir progressivement d'une certaine spécialisation de genre, pour aborder le rock comme le carrefour d'une pluralité d'esthétiques et d'expériences musicales. Une telle évolution recoupe la façon dont les sciences sociales ont abordé le rock en tant que phénomène. D'un côté, on peut citer les travaux portant sur les groupes, amateurs ou non, et les publics, quoique plus rarement, qui s'attachent à définir une culture rock, Chastanier 2010, à partir de représentations ou styles de vie, Ferrand 2009, d'une utopie concrète, Tassin 2004, une posture rebelle, Dufaux 2012, voire d'une socio-économie, 2006. De l'autre, beaucoup d'auteurs ont montré l'extension permanente de l'univers rock au-delà d'un genre, de pratique ou de goût spécifique. La sociologie du rock reste difficile à appréhender, sans doute parce qu'elle renvoie à une pluralité de dimensions, de l'écoute quotidienne à l'événement d'exception, de la consommation d'un art de masse à l'appropriation critique, créative, informée par l'amateurisme, First 2007. Cette diversité est d'une autre nature que celle qu'on observe sur un genre de musique, selon la diversité de ses réceptions, comme l'a fait Stéphanie Molinero au sujet des publics du rap, Molinero 2009. Il est alors tentant pour un philosophe de repérer la spécificité du rock, son ontologie, non plus à partir de ses identifiants substantiels, mais à partir d'éléments qui tiennent à sa forme, son accessibilité technique et d'apprentissage musical, Puivet 2010. Du même coup, le rock n'est plus tant ce monde aux références et esthétiques singulières qu'un carrefour autour duquel peuvent graviter, s'hybrider toute une série de registres de ce qu'il est convenu d'appeler les musiques actuelles, Teillet 2003. C'est précisément cette identité problématique du rock qui est en question dans une partie de notre travail sur les publics des Eurockéennes. Comment rendre compte, par l'enquête, de ces ambivalences d'identification ? S'il est clair que l'étude des publics est l'un des moyens les plus pertinents d'y parvenir, encore faut-il préciser en quoi consiste une telle démarche. Étudier les publics des Eurockéennes. La question du public se pose de multiples façons. La fréquentation en est l'indicateur le plus courant, sans être nécessairement le plus pertinent. Un festival comme les Eurockéennes, qui se plaçait à peu près seul dans son genre et intéressait à ce titre virtuellement une audience très large, nationale et internationale, pourrait bien apparaître comme la date majeure pour un grand test, alors que d'autres à d'autres périodes, Rock en scène, les Vieilles Charrues, en seraient l'équivalent ailleurs. Nous verrons ce qu'il en est à travers les chiffres. Mais derrière la simple question de la fréquentation, c'est toute la sociologie de ce public qui est posée, s'agissant en particulier d'un festival qui bénéficie d'importantes subventions publiques, 16%,
soit largement moins toutefois que la plupart des festivals de musique classique, dont nous avons établi la moyenne à 50% des recettes, Négrier et Jourda 2007. L'étude des publics des festivals s'inscrit dans un contexte de grande disparité de la recherche. Tout se passe comme si l'importance des travaux sur les pratiques culturelles avait fait de l'ombre à la recherche sur les publics de la culture. Le rappel régulier d'une structure profondément inégale des pratiques, dans les travaux dirigés par Olivier Donat, pesait sur un examen approfondi de la sociologie des publics et leur relation à l'offre culturelle. Les études monographiques, portant sur tel ou tel secteur professionnel, ont contribué à nuancer ou complexifier cette structure des pratiques par le comparatisme Lamont et Larrot 1988, Bellavance 2004, Fleury 2006, l'étude de cas Pessin 2004, Négrier 2006, ou l'approche sectorielle Petit 2002, Jacquoine 2006. Mais l'accumulation de ces angles d'attaque n'a pas permis de combler les vides, parfois préoccupants, de connaissances dans certains domaines. En outre, lorsque ces démarches existent, elles sont parfois inscrites dans des logiques plus proches du marketing ou de la communication que de la véritable enquête sociologique. C'est notamment le cas de beaucoup d'études réalisées sur les publics de certaines manifestations, à la demande de leurs organisateurs. L'analyse des publics des festivals que nous avons conduite en 2008 à 2010, Négrier, Jacquoine et Jourda 2010, nous avait permis de mettre en évidence l'influence des lieux, des périodes, mais surtout de la programmation sur la composition sociologique des publics des festivals. L'approche choisie, orientation sciemment quantitative, à partir d'un échantillon de 49 festivals et plus de 23 000 questionnaires traités, avait permis d'aller au-delà des limites de l'approche monographique et réserver quelques surprises sur la relative autonomie de la sociologie des festivaliers par rapport à celle des publics de saison et de lieux permanents du spectacle. Il faut cependant reconnaître que les bénéfices analytiques obtenus grâce à ce détour quantitatif s'étaient payés d'une certaine frustration quant aux dimensions qualitatives de cette sociologie nécessaire des publics de festivals. Si cette nécessité nous apparaît aujourd'hui, et passe à travers ce livre par un retour sur la monographie, c'est aussi pour des raisons qui tiennent aux transformations dont l'essor de ces festivals est le symbole. On peut les caractériser, de façon sommaire, autour d'une série de couples d'opposition. Ce tableau ci-dessus synthétise une série de tendances qui concernent différents aspects de notre rapport à la culture. Comme l'indiquent souvent les auteurs cités en référence, colonne de droite, il s'agit moins d'évolution linéaire allant de la première, le passé, à la deuxième colonne, l'avenir, que d'une problématique constante qui illustre les tensions et à certains égards permet de comparer les institutions, projets ou milieux culturels. Ainsi, la tension qui s'exerce sur l'opposition subversion-consommation ne peut être simplement perçue comme un alignement des comportements actuels sur le second terme. C'est d'ailleurs tout l'enjeu d'un festival de musique actuel de s'inscrire dans cette dialectique particulière, sans céder aux sirènes du spectacle uniquement rentable. À ce titre, le soutien des pouvoirs publics fait partie, à côté des transformations constantes de la scène musicale elle-même, des instruments qui rendent possible une certaine résistance au style, esthétique et produits qui dominent l'offre à un moment donné, Guibert 1998. De même, le passage d'une vision très cohérente du rapport entre l'expression des goûts et identité sociale, âge, sexe, diplôme et PCS, à des relations bien plus complexes et variables au sein de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.